Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi comme chaque vendredi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Aujourd'hui, 37e épisode de ce podcast sur lequel nous parlons course à pied, mais également préparation, à la fois physique mais aussi mentale, alimentation. En fait, je fais appel aux spécialistes pour venir vous donner des conseils, mais moi aussi, puisque je ne connais pas non plus tout sur la course à pied, je suis, comme j'aime l'appeler, un coureur lambda qui me nourrit des échanges avec les invités que j'ai pu recevoir jusqu'à présent. Donc merci à tous ces invités et merci à vous auditeurs de pouvoir justement faire grandir ce podcast. Et je voulais remercier avant de présenter mon invité du jour, Buggy57 qui me dit: j'adore au top. Très bon podcast que j'adore écouter. Les sujets abordés sont très variés. Les épisodes sont préparés avec beaucoup de sérieux, ce qui donne envie d'aller jusqu'au bout. Merci Seb et continue ainsi. Alors, Buggy57, merci de ce commentaire sur Apple Podcast. Pour les autres auditeurs qui écoutaient régulièrement le podcast, n'hésitez pas également à me faire part de votre ressenti, à laisser un petit avis sur Apple Podcast, à me rejoindre sur la page Facebook, sur la page Instagram. Bref, rejoignez-moi et partageons ensemble donc cette passion commune pour la course à pied. Alors dans l'épisode du jour, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Thomas Després, qui est un chef d'entreprise de la région de Beaugency, dont l'entreprise se déploie sur toute la France. Aujourd'hui, Thomas est un sportif accompli. Ancien footballeur, il a fait ses gammes du côté du FC Metz, mais également il est passé par le club de Châteauroux et Tours. Sa découverte de la course à pied se fait de façon tardive. Il n'a enfilé des baskets seulement en 2014. Il a débuté par un premier marathon, mais s'est très vite rendu compte que le bitume n'était pas forcément le meilleur terrain de jeu pour lui. Il découvre le trail et se lance très rapidement dans l'ultra trail. Aujourd'hui, il vient de boucler en août dernier un trail de 165 km. Mais mon petit doigt me dit que cet ambitieux sportif ne va pas s'arrêter là, il a déjà coché des défis beaucoup plus longs. Dans cet échange avec Thomas, nous aborderons comment il vit sa pratique de la course à pied en tant que chef d'entreprise, comment composer entre rendez-vous, déplacements, comment intégrer ces différentes séances pour préparer au mieux les événements et les objectifs qu'il se fixe. Objectifs qui l'ont conduit à s'attacher les services d'un entraîneur, il nous donnera sa raison et les motivations qui le poussent à aller toujours plus loin parce que d'autres défis se présentent à lui. Donc je vous laisse en compagnie de Thomas Després pour un épisode où l'on va mêler entrepreneuriat et course à pied. Alors bonjour Thomas, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. On va parler trail, longue distance et puis je voudrais avoir ta vision de chef d'entreprise, comment tu arrives à caler tes entraînements donc dans un emploi du temps des plus serrés. Donc merci à toi d'avoir donné un avis favorable à la réalisation de cet épisode. Je vais te laisser la parole, je vais te laisser te présenter et puis on abordera ensuite le côté sportif. Bonjour à tous les auditeurs. Un grand merci à toi Sébastien aujourd'hui de me laisser la parole. Alors je me présente, Thomas Després, 34 ans, encore pour quelques jours, encore une semaine. Je suis marié, 3 enfants, une petite fille, une grande fille maintenant, Lucie 10 ans, Héloïse 7 ans et le dernier Bastien 4 ans. Donc voilà, j'habite à Beaugency dans le 45. Donc on est voisins, partenaires du même club de course à pied. Quel est ton parcours professionnel? Dis-nous en plus sur ce que tu fais aujourd'hui et ce qui occupe tes longues journées de chef d'entreprise. Alors mon parcours professionnel, il part que j'ai attaqué par les études par un BEP vente il y a quelques années. Ensuite, je suis parti sur un BEP technique de l'architecture et de l'habitat. Ensuite, je suis parti au Compagnon pour quelques années pour passer un diplôme de maîtreur à Orléans, donc qui m'a permis d'apprendre un peu tous les métiers. Après, je suis reparti habiter sur la région de Tours où j'ai pris un poste de responsable chargé d'affaires dans une petite structure de plomberie chauffage sur Tours où je gérais une quinzaine de personnes. Ça a duré une année parce que c'était vraiment une société qui me plaisait pas
dans leur système de travail. Je suis parti dans une autre structure plus grosse sur Tours. Ensuite, j'ai fait entre 4 et 5 ans où j'étais, pareil, chargé d'affaires dans le tertiaire, où je m'occupais de la réalisation d'hôtels, maisons de retraite, cliniques, vraiment des gros chantiers un peu partout en France. Ça se passait très bien. Au bout de 4 ans, j'avais fait le tour. Je me suis dit, bon, allez, on va peut-être retourner sur l'Orléanais et retrouver une société familiale que mon grand-père a créée en 1965 sur Beaugency et que mon père a repris après. Et moi, que j'ai repris en 2010, ça fait 11 ans maintenant. Alors, société vraiment familiale, il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est un peu plus haut, on est une centaine de personnes. Donc, ça, c'est un peu plus grossi, mais on reste toujours une société familiale où je suis très, très proche de mes salariés. On fait de la plomberie, chauffage, électricité sur le local, en service dépannage. Et après, j'ai une usine de pieuvres électriques, de kits électriques, où c'est des kits tout préfabriqués que l'on vend aux constructeurs de maisons individuelles. Ça, je vends ça sur toute la France avec des commerciaux un peu partout dans les régions. Voilà, on est en train de en plein développement sur ce secteur-là. Une société, enfin sur ces pieuvres, vous n'êtes pas très très nombreux en France à le faire, donc ça fait une de tes particularités d'être à la tête de cette entreprise-là qui développe justement ce concept clé en main, je dirais, pour quelqu'un qui voudrait réaliser son installation électrique. Exactement, on fait des kits complets, donc la filerie, aussi bien l'appareillage de la maison, le tableau électrique pré-câblé. C'est vraiment un package complet où il n'y a plus grand-chose, on va dire, à faire après, où tout est expliqué dans le colis, comment passer les fils, comment raccorder la prise, comment raccorder les interrupteurs si on n'est pas professionnel. Voilà, c'est quelque chose vraiment de préfabriqué en interne. Alors, quelle est maintenant ta pratique sportive? Est-ce que Thomas, jeune, faisait du sport? Depuis combien de temps tu pratiques l'activité sportive? Est-ce que tu es venu tout de suite à la course à pied ou est-ce que tu as tâté d'autres sports auparavant? Alors non, je suis pas venu tout de suite à la course à pied. Alors, vous allez comprendre maintenant pourquoi j'étais pas un adepte de l'école. Je fais du foot depuis des années. Je faisais du foot depuis des années. On va dire, j'ai commencé à 5 ans dans le petit club de Beaugency et à 13 ans, je suis parti jouer au FC Metz. Je suis parti pendant 4 ans jouer au FC Metz en centre de formation à 13 ans. Donc, je suis parti de chez mes parents très tôt. Ensuite, je suis parti à la Berrichonne de Châteauroux, au centre de formation de la Berrichonne. Alors là, j'ai fait qu'1 an parce que ça me plaisait pas du tout. Le club ne me plaisait pas. Et après, je suis parti jouer au Tours Football Club pendant 5 ans. Jusqu'à mes 22 ans, on va dire, où j'ai rattaqué mes études après. Parce que je jouais, voilà, je passais mes journées à jouer et puis faire le tour de la France avec les différents clubs dans lesquels j'étais. J'allais justement te poser la question. À un moment donné, qu'est-ce qui a fait que on ne trouve pas aujourd'hui sur les terrains de Ligue 1? Alors, à un moment, je me suis dit que je passerais pas le cap de pro. Alors, j'aurais pu, voilà, jouer en national, pousser peut-être certainement un peu et forcer, mais je me suis dit, j'accrochais de moins en moins avec le foot, avec la mentalité du foot. Je ne supportais plus cette mentalité-là qui était plus bonne pour moi. Donc j'ai dit à un moment, va falloir que je me mette vraiment à bosser et que je prenne une autre direction. Et c'est là que j'ai fait le choix de complètement arrêter le foot et de essayer de me remettre un peu dans les études et de bosser et puis d'en être où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que ça a été difficile de faire une croix sur ce que tu voulais faire étant petit? Est-ce que c'était déjà une volonté d'arriver professionnel? Et est-ce que tu as eu une déception après avoir eu ce constat que tu ne pourrais pas franchir une marche supérieure? Déception, je pense qu'à un moment, tu l'as quand même parce que tu donnes j'ai donné beaucoup de mes années dans les clubs où j'étais. Je suis parti très tôt, donc tu vois plus ta famille pendant 6 mois et tu rentres pas régulièrement. Donc à un moment, une petite déception, mais à un moment, je ne savais que je passerais pas ce cap-là.
Donc, je m'étais préparé. Donc, à un moment, j'étais prêt j'étais prêt à arrêter. Et donc la course à pied, elle est venue naturellement ou tu as continué peut-être à jouer en amateur par la suite? J'ai joué un petit peu en amateur pendant 3 4 ans, je dirais. Et en fait, je m'amusais plus parce que voilà, je ne jouais plus à un haut niveau. J'arrivais pas à me faire à prendre du plaisir. Donc, j'ai complètement arrêté. Et on va dire que c'est là que la course à pied est venue tranquillement. Je veux dire, on va dire que c'est que j'ai repris mes sociétés en 2010 où j'avais besoin de m'entretenir. Donc, je courais un petit peu comme ça pour le plaisir. Donc, ça a duré 3 4 ans avant de vraiment attaquer un peu plus sérieusement la course. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme intérêt dans la course à pied? Donc, le fait de pouvoir justement s'évader un petit peu après ton emploi du temps chargé de chef d'entreprise. Est-ce que tu as réalisé quelques courses dans ces premières années de course à pied? Alors, la première course, oui, parce que on va dire que j'ai commencé en 2010 à trottiner tranquillement. Bon, j'avais des grosses bases par rapport aux entraînements que je faisais dans le foot. Mais en 2014, j'ai dit, allez, je vais aller faire le marathon de Paris. Donc, c'est la première course que j'ai faite sans trop d'entraînement. Je suis allé faire cette course. J'ai eu 3h47 sur le marathon. C'était vraiment la première, donc j'avais pas fait de 10, de 15, de 20, j'avais pas fait de semi, donc je suis parti directement sur ce marathon parce que j'aime bien me lancer un peu de défi. Euh, et, euh, et je suis allé faire ce marathon. J'ai bien souffert parce que je suis parti trop vite et au bout d'une heure et demie, j'étais dans le dur. Bon, je suis arrivé au bout, facilement, mais je suis arrivé au bout. En serrant les dents et en allant jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. Alors sans préparation, oui, c'était peut-être un petit peu fort pour une première course. Ouais, exactement. Ouais. Je pense qu'il aurait fallu que je fasse un petit programme et que je puisse me préparer comme je fais aujourd'hui plus sérieusement. Alors aujourd'hui, est-ce que tu es toujours attiré par les marathons, par la route, ou est-ce que ta pratique s'oriente vers un autre terrain de jeu? Un an aujourd'hui, euh, je ne suis plus du tout sur la route. Je ne prends plus de plaisir du tout. Donc, je suis passé au trail et maintenant, je vois que par le trail. Et pas par le petit trail. On va voir dans les différentes expériences de course que tu as eues, tu es sur des distances relativement longues. Est-ce que c'est quelque chose qui, par rapport à ton gabarit, par rapport à ton rythme, te permet peut-être d'être plus à l'aise que des formats plutôt courts au niveau du trail? Ouais, exactement. Sur un trail, c'est moins régulier. On n'est pas sur une vitesse que l'on doit tenir pendant 42 km. Aujourd'hui, sur un trail, tu as beaucoup de dénivelé, tu montes en marchant vite, tu descends en courant, t'as des portions où tu reprends du rythme, des moments où tu marches. Voilà, c'est vraiment complètement différent. Alors, comment ça s'intègre dans ton emploi du temps de chef d'entreprise? Comment tu arrives à caler tes séances d'entraînement? Parce que les journées doivent être longues, donc ça doit être vraiment minuté. Ouais, les journées sont longues parce que je suis, on va dire, tous les matins à 5h30 au bureau jusqu'à 19h, 20h le soir. Donc, je fais des bonnes journées, mais on va dire que si je fais pas un entraînement par jour, tous les 2 jours, mes équipes ou ma femme me met dehors et me dit d'aller courir. Donc, il faut absolument que je fasse mes entraînements. Donc, moi, ce qui va bien dans mes créneaux, c'est le midi où j'arrive à me faire des séances, on va dire, entre 1 heure et 1 heure et quart le midi dans la semaine. Ça passe bien. Donc ça, c'est là que ça me permet de me libérer complètement la tête et penser à autre chose et de m'évader, de pas penser aux soucis que je peux avoir dans la journée. Voilà, donc ça me permet vraiment de me libérer et puis de revenir l'après-midi en pleine forme et prêt à retourner au charbon. Donc voilà, le midi c'est très sympa pour moi. J'aime bien, ça me fait une coupure. Même quand tu es en déplacement, tu arrives à t'échapper, à t'évader, parce que tu n'es peut-être pas toujours au bureau. Est-ce que c'est si facile que ça, même peut-être des déplacements aux quatre coins de la France? Ouais, non, je bouge beaucoup. Je suis 2 jours en déplacement par semaine. Mais le déplacement, l'avantage, c'est que le soir,
Le soir, j'ai pas grand-chose à faire, donc je peux aller courir le soir. Alors, en ce moment, c'est plus compliqué avec le couvre-feu. Mais sinon, le soir, après, je peux aller me faire des heures d'entraînement sans problème. Donc en déplacement, pas le midi, mais le soir, voilà, j'ai rien, j'ai personne qui m'attend à l'hôtel. Donc c'est un peu plus simple pour le caler dans l'agenda. Au niveau du trail, comment tu as découvert cette pratique-là? Parce que marathon, donc en 2014, Paris, première expérience 3h48, donc déjà, on va dire satisfaisant sans avoir fait de préparation préalable. Comment tu as basculé par la suite sur cette découverte du trail et quel a été ton premier dossard, si tu t'en rappelles? Un de mes amis, qui s'appelle Jonathan, avec qui j'ai bossé pendant 4 ans, 4 ans sur Tours. Et lui, il faisait beaucoup de trail. Et il m'a dit, tiens, bah, ce serait bien que tu viennes en faire un avec moi. Et mon premier trail, je sais pas faire doucement, ça a été un 105 km, la Transobrac, où j'ai bien souffert. Où j'ai bien souffert parce que je m'étais entraîné, je m'étais préparé, mais j'étais pas prêt à faire 105 km. Et avec des températures extérieures, euh, on va dire sur la journée, j'avais plus de 30 degrés et je suis pas un amoureux de la chaleur. Donc j'ai bien souffert. Mais je fais un temps correct. Je fais une mémoire 18 heures pour les 105 km, donc correct. Ouais. Donc en effet, tu fais pas les choses à moitié parce que on commence la première course, donc un marathon, et le premier trail, un 105 km. C'est des défis pour toi de te lancer sur ce type de distance, de se dire, bon, je vais pas faire un truc de 20 km, un trail de 50 km, non, je passe tout de suite sur 105. Est-ce que tu es un homme de défi? C'est peut-être dans ta nature? Ouais, exactement. Quand j'ai fait 105, il faut que j'aille chercher un autre défi. Donc, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me donne l'envie de me lever tous les jours et d'aller m'entraîner. Il me faut absolument des nouveaux défis, donc de nouvelles courses, de nouveaux objectifs. Et je suis un grand compétiteur. J'aime ça la compète et j'ai été élevé là-dedans. Donc ouais, je me mets souvent des gros objectifs à atteindre. Et est-ce que ce que tu as fait en centre de formation, l'apprentissage que tu as pu avoir du sport au niveau du football, fait partie aujourd'hui de ton ADN et te pousse justement à repousser toujours plus loin les efforts que tu vas faire, des compétitions qui vont être toujours plus longues ou plus dures? Ouais, exactement. On va dire que c'est surtout à Metz où quand je jouais là-bas à 13 ans, c'était vraiment l'Est de la France où c'est vraiment très très dur, un centre de formation qui est très bien et conseil, mais qui est très très dur. Euh, où les entraînements, ils nous réveillent à 6 heures du matin à jeun, un peu comme à l'armée où il faut aller s'entraîner, on va courir à 6 heures, on va recourir à 10 heures, on va recourir à 15 heures. Et les mois de préparation, juillet et août, étaient vraiment très, très durs. Et j'ai encore ça dans la tête où j'arrive à aller me surpasser, me faire passer pour aller faire des courses comme ça. Et bien qu'ayant fini la Transobrac, pas forcément bien, même si tu as été jusqu'au bout, ça t'a quand même pas freiné en te disant je vais peut-être revoir le curseur un petit peu plus bas pour, on va dire, solidifier ta pratique et par la suite augmenter la distance. Non, tu t'es donné tout de suite un challenge un peu plus important. On va dire que à la fin des 105 km, j'ai dit je referai plus de trail, je referai plus d'ultra. Et ça a duré un quart d'heure. Ça a duré un quart d'heure. Une fois que ça allait mieux, je marchais correctement. Une heure après, j'ai dit bon allez, on va regarder, on va regarder les prochaines courses à aller faire. Alors, quelles ont été tes prochaines courses? Après la Transobrac, 105 km, tu t'es destiné vers quelle distance? Et est-ce que tu t'es mieux préparé, justement? Tu disais ne pas être en mesure de peut-être d'aller au bout des 105. Comment tu as peut-être rectifié un peu la préparation? Oui, après je me suis inscrit sur je vais te dire une bêtise, le Vulcain, je te dirais, sur un 74 km.
Je me suis mieux préparé et j'avais plus d'expérience, on va dire. Je suis parti moins vite, je montais plus doucement, donc j'étais beaucoup mieux. Alors 74 km, je le finis en 10 heures, donc j'étais plutôt pas mal. Sauf que je l'ai fait avec une déchirure, donc j'ai peiné un peu, j'ai pété un peu le long de la course, mais je suis quelqu'un qui serre les dents et j'ai été au bout. Donc c'est une course qui s'est, j'aurais pu gagner 1 heure sans problème, sans être blessé, mais j'ai fini très très bien physiquement, qui me permet maintenant sur les courses que je fais de d'être toujours motivé parce que je vais plus dans le dur. Je suis plus dans le dur quand je fais mes courses. Est-ce que tu as appris à connaître finalement tes limites physiques, à dire là c'est bon, je peux gérer, ou peut-être sur le plan mental, tu as peut-être fait un travail également de préparation pour être, on va dire, dans de bonnes dispositions. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu travailles au quotidien? Alors, peut-être en parallèle avec l'entreprise aussi, hein, qui demande également d'être, on va dire, bien connecté avec les objectifs et le métier que tu exerces. Mais est-ce que ce mental-là, ça a pu t'aider dans certaines courses? Ouais, le mental, de toute façon, le mental, pour moi, c'est une des choses les plus importantes, ça soit professionnel ou pour mes courses. C'est mon, on va dire, c'est mon point fort où je lâche jamais, où j'ai jamais, on va dire, j'ai des moments de doute, mais on peut pas ne pas en avoir pendant une course ou pendant le parcours professionnel. Mais par contre, tout de suite, je me remets, je me rebooste et c'est reparti et je rattaque la côte d'après ou professionnellement, je rattaque le sujet d'après pour aller passer la bosse la bosse suivante qui permet d'aller chercher le ravito suivant. Voilà. Comment tu vis tes courses? C'est-à-dire quand tu t'inscris pour voilà, une course de 75 ou 100 km, qu'est-ce que tu ambitionnes? Pas forcément de le finir, c'est que tu vises déjà peut-être un chrono, tu vises une place. Comment tu te conditionnes jusqu'à l'objectif? Je m'étais pas mis encore de chrono. L'objectif était vraiment de finir toutes les courses que j'attaquais. Maintenant que je commence à avoir beaucoup plus d'expérience sur les ultras, ouais, maintenant j'ai envie d'aller chercher des places, aller chercher des chronos. Donc pour les prochaines courses, maintenant, ouais, je vais aller essayer de me batailler plus devant selon mes capacités, mais je vais essayer d'aller chercher une meilleure place. Et est-ce que tu penses, par rapport justement aux courses donc, que tu as pu réaliser, que ça s'apparente un petit peu à ta vie professionnelle? C'est-à-dire, tu le disais, hein, il y a parfois des montées, parfois des descentes. Est-ce que de ta vie personnelle, tu as pu peut-être en tirer une motivation sur certaines courses? Ou est-ce que tu es vraiment focus sur la course sans avoir d'autres pensées qui peuvent te parasiter? Quand je suis dans ma course, je suis vraiment concentré et je me fais pas trop, j'essaie de pas être trop parasité par d'autres pensées. J'y vais pour prendre du plaisir euh, et éviter de pencher aux choses négatives. Après, je pense à plein de choses pendant que je fais une course pour être bien, euh, mais j'essaye de pas trop m'évader, rester concentré, même si c'est long, même si c'est des courses qui durent des fois entre 20 et 30 heures et plus, mais j'essaie de pas trop m'évader. Est-ce qu'il y en a une course qui, aujourd'hui, tu te dis, j'ai vraiment abouti cette course-là, j'ai vraiment rempli mon objectif avec une préparation qui soit passée sans embûche. Tu l'évoquais, hein, sur un trail où tu es parti avec une déchirure. Est-ce que c'était raisonnable de prendre le départ? Tu aurais pu revendre ton dossard ou passer la main? Non, ça, c'est pas dans ta nature. Ouais, non, c'est pas trop dans ma nature. Il aurait fallu, oui, effectivement, que je fasse pas cette course et que j'attende la suivante. Mais je suis quelqu'un, quand je suis parti sur un objectif d'aller faire une course, de la faire et d'aller au bout.
et de la finir, même si je finis mal, de la finir. Après, en venant à ta question, quel est mon défi que je préfère, on va dire, c'est ma dernière course, mon dernier ultra, l'Ultra 01. L'Ultra 01, c'est un 165 km avec 7200 dénivelés positifs, à peu près autant en négatif. On va dire c'est ma première aussi longue. J'avais pas dépassé les 105. Mon première aussi longue. J'étais avec un ami qui est ultra trailer depuis maintenant beaucoup plus longtemps que moi et qui fait beaucoup d'ultra. Donc il m'a accompagné et on est parti ensemble. J'étais accompagné aussi avec un ami pour qui nous a suivis pendant les 165 km parce qu'aujourd'hui on peut faire 165 km tout seul, mais c'est quand même sympa d'avoir quelqu'un qui te retrouve à tous les ravitaillements ou entre les deux pour te donner de l'eau s'il fait chaud, pour te donner les ravitaillements, que ce soit l'alimentaire qui est très très important, de bien manger et de bien s'hydrater pendant les courses comme ça, si on veut pas avoir des problèmes. Donc un départ à 18h le soir, pas facile, c'était mon premier. Tu appréhendais peut-être cette course de nuit ou pas du tout? Tu t'étais préparé? Je m'étais préparé. Alors, j'avais fait des entraînements de nuit en Auvergne. J'avais fait des départs à minuit. J'avais fait du minuit. On faisait 70 km avec 5000 de dénivelé. C'est un terrain de jeu que je connais bien en Auvergne. J'y vais régulièrement et j'ai fait plusieurs entraînements de nuit comme ça, à me préparer à la fatigue, à avoir des coups de barre en pleine nuit. Donc, j'étais prêt. Donc, un départ à 18h, mon pote me dit ça serait bien qu'on se mette devant et qu'on attaque un peu devant directement. Donc j'attaque, je grimpe tout seul et au 17e kilomètre, je commence par me taper des crampes. Je suis un adepte de la crampe au départ. Donc je me tape des crampes, les deux adducteurs en crampes. Et donc là, il reste 150 km à parcourir, donc tu dis ça va peut-être être long. Ouais, il reste 150 km, donc je m'affole pas, je bois, je repars 10 mètres, la crampe, elle part toujours pas. Bon, j'avance comme ça jusqu'au 21e kilomètre où il y a le premier ravitaillement, où je m'alimente bien, je bois bien et je repars. Je repars, ça allait beaucoup mieux. Je pense que c'était un coup de pression que je m'étais tapé. Peut-être le départ, un départ rapide lié aussi à l'objectif que tu t'étais fixé. Donc, les deux cumulés, bon, le corps t'as peut-être envoyé des signaux en disant ralentis la cadence. Ouais, exactement. Donc, je repars au 21, je vais doucement, je continue, puis là, ça va. La crampe était passée. Donc, je passe les ravitaux du 46e. Ça allait bien. Bon, j'étais passé 62e. Hein. Au 46e, j'étais 62e. J'avais lâché vachement. Mais ça allait, donc j'étais bien. Du 46, je vais au 62, jusqu'au 82, où ça se passait bien. J'étais repassé 82, j'étais repassé 38e. Donc je commençais à remonter un petit peu dans les classements. Ça allait bien. Après, j'attaque les 100 km. Ça faisait 17 heures de course, donc j'étais plutôt content dans ma course. La difficulté de cette course-là, c'est que à partir du 100 km, on rentre dans le dur parce qu'on attaque deux grosses bosses. La première au 100e qui fait un peu plus de 1300 dénivelés positifs. Donc celle-là, elle pique un peu. Quand tu arrives à 100 km, tu en as un peu dans les pattes, donc faut se taper ça en dénivelé d'un coup. Donc une bonne petite bosse que je passe bien. Ça allait, il faisait un peu chaud, c'est parce qu'on était le matin. Donc on était le midi plus. Donc ça va, je la passe bien. Au 120e kilomètre, j'étais à 22 heures de course et la même bosse pour 1200 de D+, avec 1003 de dénivelé négatif quand on sort de la bosse. Donc encore une belle petite bosse qui ramasse qui te ramasse quand tu arrives au 142e kilomètre. Et qu'est-ce qui se passe justement? Parce que Florian, donc un autre ultra-trailer de la région, disait qu'à partir de 100 km, il se passait des choses. Et c'était là que le corps commençait vraiment à montrer peut-être des signes de fatigue, où c'est là qu'on va petit à petit toucher certaines limites pour toujours les repousser, bien sûr. Est-ce que tu as senti cette même expérimentation, toi qui jusque-là n'avais jamais passé au-delà des 105 km?
Moi, je te dirais que plus j'allonge, mieux je me sens dans mes courses. Alors, je tiens bien, on va dire, la douleur, mais j'ai pas trop peiné. Alors, j'ai eu un moment d'hallucination, on va dire, vers le 120, 130, je pense par là, où j'avais rattrapé mon pote Jonathan dans le 100e kilomètre, j'avais réussi à le rattraper. À un moment, j'arrive, on arrivait vers 18h le soir, il commençait à faire nuit, et je lui dis, t'as vu dans les arbres, il y a des canards. Donc on avançait, et en fait il n'y avait pas de canards, je déconnais complètement. Donc c'est assez drôle, après on s'en rend compte vite fait qu'il n'y a pas de canards et qu'on est en train d'halluciner et qu'il faut continuer à avancer. Alors dans ces cas-là, il faut peut-être faire attention où on met les pieds parce que c'est peut-être pas toujours très très sécurisant d'avoir ce type d'hallucination. Est-ce que tu te sens quand même bien, même si tu sais que voilà, ce que tu viens de dire, les canards n'étaient pas présents? Ouais, je pense il faut faire attention à pas trop courir parce que dans ces cours, à des moments comme ça, faut être prudent. Faut pas faire n'importe quoi et se rapprocher d'un ravin si on est dans un dénivelé un peu compliqué. Donc, il faut se remettre les idées claires, manger un peu et puis repartir, et repartir mieux sans avoir d'hallucinations et que ça se passe bien. Et après, donc, une fois que tu as passé ravito après ravito, d'ailleurs, tu découpes comment tes courses? Est-ce que tu passes d'un ravito à un autre ou est-ce parce qu'on peut pas prendre la course dans sa globalité? Est-ce que c'est vraiment étape par étape, tu dis je vais de ce ravitaillement-là à celui qui viendra juste après, ou est-ce que vous avez une autre stratégie? Non, ouais, je vais de ravito en ravito. Je me mets des paliers. Voilà, je dis voilà, maintenant, il y a 25 kilomètres pour aller au prochain ravito. Donc voilà, c'est mes étapes. Donc je sais sur une course comme ça, il y a 6-7 ravitaux. Bah voilà, chaque étape passée, chaque ravito passé, c'est une étape de plus. Et puis j'avance tout doucement comme ça dans ma course. Et donc le fait d'avoir rattrapé ton camarade, ça a dû aussi te redonner un petit coup de boost, te dire on va finir la course ensemble et bah, de plus être seul face à l'immensité de cette compétition. Ouais, t'es content quand tu rattrapes quelqu'un que tu connais. Et puis c'est motivant. Ça permet. Lui, il était dans le dur. On était au 100e. Il commençait à peiner un peu. Donc il s'est mis derrière moi jusqu'au bout parce que j'étais mieux que lui. J'étais plus frais. Il avait moins d'entraînement, on va dire moins de préparation. Mais on l'a fini ensemble on l'a fini ensemble toute la course parce que c'était sympa. Et puis voilà, on était venus ensemble et on a à peu près le même rythme. Donc on a rattaqué des deux bosses ensemble où tu te tapes des bosses comme ça de 1300, tu laisses un peu de plume quand tu as passé les 100 kilomètres. Alors quand on finit cette compétition-là, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que tu peux aborder justement la phase d'arrivée? Est-ce qu'on a des ailes sous les pieds? Parce que tu dis être bien mieux sur l'avancée de la course et plus tu avances, plus tu te sens bien. Est-ce que tu finis frais et en combien de temps on finit ces 165 kilomètres? Ouais, je finis bien. Ouais, je finis bien. Je finis en 31h27 exactement. Je finis 40e, 40e sur 270 à peu près, quelque chose comme ça. J'aurais pu, je pense, gagner une dizaine de places sans problème. Mais je finis bien. C'était plutôt satisfaisant de pas finir par terre en vrac et de mettre 3 jours à me remettre. Non, je finis bien, je marche à la fin de avoir passé la ligne, donc très très content parce que c'est un bon résultat. C'est un bon résultat et j'avais pas prévu de finir comme ça sur cette course-là. Je m'étais dit, faut que je finisse, voilà, faut que je finisse, euh, mais, euh, mais je finis 40e, donc ouais, je suis content de finir comme ça. Alors, qu'est-ce que tu as pu apprendre au sortir de cette course sur toi-même? Est-ce que tu t'es finalement mieux préparé que les précédentes courses? Comment tu as géré justement l'avant-course et ces mois de préparation parce qu'on était en pleine période de Covid? Comment tu as pu garder un entraînement et quelles ont été finalement tes séances préférées pour trouver du dénivelé? Pour trouver du dénivelé,
chez nous, tu connais la région, c'est pas facile. Je fais beaucoup d'escaliers. J'ai une petite côte qui est pas loin de chez moi, bah, je la monte 50 fois, 60 fois. C'est pas le plus passionnant, mais il n'y a pas le choix, faut faire ça. Je fais beaucoup de fractionnés dedans. Après, à côté de chez nous, on a Moulineuf dans le 41, donc j'essaie d'y aller régulièrement pour me faire de la côte et essayer de me faire du dénivelé euh, pour, euh, pour garder ce rythme de montée parce que de faire du plat, ça m'aide pas beaucoup à monter vite. Euh, donc, je suis en local et après, je pars très régulièrement en Auvergne parce que j'ai une maison, j'ai la chance d'avoir une maison là-bas. Donc, à côté de Superbès, la station de ski, je fais un quart d'heure. Donc, je fais, on va dire, tous les 15 jours, m'entraîner à grimper dans la station de ski. Donc, tu te fais des week-end tests finalement où tu vas, ce que tu disais, peut-être partir de nuit ou expérimenter des sentiers qui pourraient ressembler à ce que tu vas retrouver sur les différentes compétitions. Là, pendant l'hiver, tu as chaussé les skis. Comment tu fais? Tu enlèves les remontées mécaniques vu qu'il n'y en a pas et tu mets les pots de phoque sous les skis? Ouais, alors j'ai la chance d'être un amoureux du ski, moi. Je fais du ski depuis que je suis gamin. J'ai fait beaucoup de compétences ski, en snow, un peu tout ça. Et depuis 6 7 ans, on va dire, je suis un fou de ski de rando. Donc, je fais énormément de montées en ski de rando. L'hiver, que ce soit en Auvergne, quand j'y vais tous les week-ends, je beaucoup le matin de bonne heure. J'adore me faire le lever du soleil. Donc, je pars très tôt le matin. Je me fais 700 800 mètres de grimpette en pot. Et puis, je redescends à 9 heures du matin quand tout le monde arrive. Mais je pratique énormément le ski de rando l'hiver parce que bah, c'est un bon moyen de s'entraîner en montagne. Donc, je fais des stages, je pars un peu partout, dans les Alpes aussi, où je fais des stages de 2 3 jours, en haute montagne à faire des bonnes sorties. Donc finalement, tu progresses aussi par cette pratique, enfin dire du ski de randonnée. Est-ce que tu complètes avec d'autres sports et est-ce que tu as le temps? Parce que sur une semaine chargée comme les tiennes, ça doit pas être facile de pouvoir tout faire rentrer. Ouais, c'est pas facile de faire d'autres sports. Après, je fais un peu de vélo quand même, un peu de vélo de course que je pratique. J'ai un home trainer à la maison, donc que j'utilise un petit peu. Et après, j'ai un ami Christophe dans le secteur avec qui je fais pas mal de vélo, mais on essaie de se faire des sorties de temps en temps parce qu'on c'est un mec qui tourne et qui me fait souffrir. Donc, mais plus, on va dire 80% de mes entraînements seront la course à pied. Alors après 165 km, vu que tu évoques le fait d'aller toujours plus loin, d'aller repousser tes limites, est-ce que tu as cette envie d'aller encore plus loin ou est-ce que tu dis là, 165, j'en ai suffisamment vu et je veux pas me mettre voilà, dans de la difficulté ou repousser trop loin mes limites? Et non, j'ai l'envie d'aller faire plus. Et le besoin toujours, alors c'est une bonne distance, 165, mais j'ai envie d'aller chercher d'autres courses encore plus hautes, encore plus loin, avec plus de dénivelé, parce que j'adore ça, grimper, faire beaucoup de dénivelé, que ce soit monter ou descendre, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, mais par contre, voilà, de la montagne. Faut que ça soit vraiment de la montagne. J'aime pas faire des longs trails sans gros dénivelé. Ça me plaît pas, je m'amuse pas. J'aime pas des longues portions plates. Je m'ennuie, on va dire, c'est trop. J'aime pas rester 1 heure ou 2 heures à courir à la même vitesse. Donc j'aime bien vraiment quand ça monte et ça descend. Après, est-ce que tu es plus à l'aise en montée ou plus à l'aise en descente? Est-ce qu'il y a, voilà, pour toi, plus de challenge dans la montée ou dans la descente? Je peine plus en montée aujourd'hui. Donc j'ai besoin de pratiquer la montée. Je suis très à l'aise en descente, mais en montée aujourd'hui, pas mal. Je monte pas très vite. Ah, je monte pas très vite. Pas suffisamment vite pour moi. Donc, je bosse ça. Je suis en train de travailler pour monter plus vite. Par contre, la descente, c'est un de mes points forts et je descends vraiment vite et ça me plaît.
Donc, je suis plutôt à rattraper pas mal de places en descente aujourd'hui et en perdre en montée. Et sur un plan mental, est-ce que tu as appris des choses sur toi-même au-delà de cette barrière psychologique des 100 km? Est-ce qu'il y a des choses voilà, que tu as pu faire sauter, je sais pas, des mécanismes, des pensées que tu avais peut-être sur toi qui aujourd'hui te disent bah non, voilà, j'ai confiance et je peux aller plus loin. Et est-ce que ça peut se retranscrire également, cette confiance sur ton aspect, on va dire, professionnel de ta vie? Les choses que j'ai découvert, c'est que en fait, on peut toujours aller plus loin. On peut toujours aller plus loin et ton corps, il peut accepter des choses énormes. Et les douleurs, pour moi, elles restent vraiment dans la tête et on peut toujours aller chercher plus loin, plus loin, plus loin et se mettre des objectifs toujours plus forts. Après, à un moment, on peut avoir de l'échec, mais, euh, mais aujourd'hui, il faut pas se mettre de limites et je m'en mets pas parce que j'aime les défis et ça me fait pas peur. Est-ce que pour toi, un abandon serait un échec si tu devais vraiment baisser pavillon? S'il y a échec pour toi et abandon, ce serait vraiment sur une blessure, quelque chose qui t'empêcherait vraiment physiquement d'avancer. Ouais, alors aujourd'hui, voilà, si je fais un abandon, il faut que ce soit une blessure. J'abandonnerai pas pour autre chose. Il faut que ça soit vrai, ça sera la seule chose qui m'arrêtera. Et mentalement, quels sont les ressorts? Comment tu arrives, tu le disais tout à l'heure, hein, douleur aux adducteurs dès le 12e kilomètre. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu mets en place pour te dire, non, faut que j'avance, faut que je continue? Je me dis que ça va passer. En fait, je me dis qu'à un moment, je vais oublier, j'essaie d'oublier cette douleur, de faire autre chose, de penser à autre chose et de passer à autre chose quand j'ai une douleur, parce que tu en as toujours hein, dans des moments, dans des courses comme ça, un mal au genou, un mal à une cheville, un pied, une ampoule, un échauffement quelque part. Il se passe plein de choses dans une course et déjà, il faut être bien préparé à la douleur. Et c'est quelque chose que j'arrive à accepter. D'avoir mal, ça me fait pas peur. Donc, je peux faire des heures avec une ampoule qui peut me faire souffrir, jusqu'à la soigner jusqu'au ravito suivant. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je combats pendant la course. Et au niveau alimentaire, on s'alimente comment sur un tel ultra? Est-ce que tu soignes ton alimentation dans la préparation? Est-ce que sur un volume horaire aussi important de course, tu as besoin spécifiquement de tel type de produit? Comment tu procèdes? Alors oui, je fais attention à mon alimentation, on va dire une semaine. Alors, je fais attention tout le temps à mon alimentation. J'ai la chance que ma femme me fait très bien manger et elle fait attention à moi. Et j'ai la chance que pour mes courses, elle me prépare tout. Elle fait tout maison, elle me prépare tout. Donc, que ce soit des barres de céréales, elle me les fait, que ce soit des cakes salés, sucrés, elle me prépare tout ça à l'avance. Elle fait tout maison, donc c'est comme ça que je m'alimente tout le long de ma course. J'essaie de manger à peu près toutes les heures pendant une course. Voilà, toutes les heures à m'alimenter, que ce soit du salé ou du sucré. Par contre, je prends pas de barres industrielles, de choses comme ça. J'essaie de faire tout maison. Tout maison, ça représente combien en termes de quantité? Ce que tu vas ingurgiter et consommer pendant une épreuve de plus de 30 heures? Alors, au niveau eau, c'est énorme. Je fais à peu près 2 litres tous les 10 kilomètres. Donc, sur 170 kilomètres, ça fait quelques litres. Hein. Et au niveau alimentation, au niveau nutrition, je mange toutes les heures. J'essaie de manger au moins une part de cake toutes les heures, soit du salé, du sucré, voilà, ou une barre de céréales, au moins toutes les heures. Et puis après, à chaque ravitaillement, je mange une soupe pratiquement tout le temps. Voilà, j'essaie de manger un petit peu un fruit, une banane, un peu de chocolat. Voilà, j'essaie de vraiment beaucoup m'alimenter. En t'alimentant beaucoup, finalement, tu évites les coups de mou, les coups de pompe. Tu n'as jamais connu vraiment de grosses défaillances sur les compétitions. Tu le disais, hein, être beaucoup plus à l'aise une fois que la compétition se lance. Et plus c'est long, finalement, plus tu y prends goût. Donc, c'est ce qui te pousse à aller également plus loin. Donc, Ouais, exactement. Non, j'ai pas eu les seuls
problème que j'ai eu, c'est que je buvais pas assez. Où j'étais en rade d'eau entre deux ravitaillements. Et là, j'étais en difficulté sur certaines courses ou en pleine chaleur, j'avais plus d'eau. Ça va dire que c'est les seules difficultés que je peux avoir. C'est quand il fait chaud et que et on tombe en rade. On tombe en rade si on n'a pas une rivière, si on trouve pas quelque chose entre deux ravitaillements. Alors, de ta pratique, on va dire en autodidacte, tu as commencé, tu as expérimenté d'emblée, hein, ce qui peut paraître un peu fou, 105 km. Là, aujourd'hui, tu as envie de structurer un peu plus ta pratique. Comment tu vas t'y prendre? Tu dois faire appel à quelqu'un extérieur pour te préparer et justement passer cet objectif ou ce chrono que tu souhaites viser pour tes compétitions à venir. C'est un besoin que tu as ressenti de faire appel à quelqu'un de l'extérieur? Alors, figure-toi que c'est en écoutant un de tes épisodes, quand tu avais parlé que tu étais coaché, depuis 15 jours, je viens de prendre un coach, donc c'est tout neuf. Quelqu'un qui est basé à Chamonix, dans les Alpes, euh, avec qui j'ai attaqué depuis 15 jours les entraînements, un programme. Je fais 4 entraînements par semaine pour l'instant. C'est amené à faire 5. Quand on va se rapprocher des prochaines courses. Aujourd'hui, il me fait 2 séances mardi, jeudi, que du fractionné. Que du fractionné. C'est pour ça que depuis 15 jours, j'ai attaqué un petit peu la piste. C'est parce qu'il me fait de fractionner, parce que c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça et qui fait travailler énormément le fractionné pour progresser. Donc c'est tout neuf. Première semaine d'entraînement, il y a 15 jours, il m'a mis 75 km dans les pattes la première semaine, donc c'était pas mal pour commencer. Sympa, très très sympa d'être suivi parce que tous les jours, alors on fonctionne avec une application OptiTrainer qui est vraiment sympa, qui est vraiment pas mal à suivre. Où lui il me suit, et après on communique soit par téléphone, soit par WhatsApp, tous les deux par message. Mais il fait un compte rendu, on discute après chaque entraînement de comment ça s'est passé, du ressenti, de l'entraînement et de la séance. Alors, comment tu as été amené à le choisir? Que ce soit quelqu'un de montagnard, ça se comprend, puisque tu attaques de toute façon des trails sur cette haute montagne. Comment tu as été amené à le rencontrer et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec cette personne? Alors, c'est quelqu'un que je suis sur Facebook, qui fait beaucoup de stages en montagne, qui met beaucoup de photos de ses séances, de ses stages avec ses stagiaires. Il fait beaucoup de stages à Chamonix du mois de juin au mois de septembre. Donc, c'est comme ça que je l'ai découvert sur Facebook et je l'ai appelé. Voilà, je l'ai appelé et il m'a expliqué sa façon de faire et j'ai accroché, tout simplement. Et puis maintenant, c'est parti. C'est parti, les entraînements. Alors, c'est le début, hein. Bon, je vais bientôt attaquer le dur, mais on n'est que dans les premières semaines, donc pour l'instant, ça se passe bien. Bon, après, tu te dis, c'est on va dire un soulagement pour moi dans le sens où les séances, elles te sont données et tu n'as pas à te préoccuper de savoir si tu as fait suffisamment de dénivelé, le volume, l'intensité. Donc, c'est vraiment pour l'expérimenter, moi, depuis le mois de novembre, c'est vrai que c'est très confortable. Alors, vers quel objectif il va te conduire? Quelles sont les perspectives, même si, voilà, il y a une grosse incertitude sur les compétitions, mais qu'est-ce que tu vises et pour quelle course tu te prépares depuis 15 jours maintenant? Ouais, alors j'avais ma première course qui devait être le 7 mars, le Vulcain. Je voulais refaire pour aller essayer de me batailler, de faire un petit temps. Malheureusement, première course annulée, donc tant pis, on va maintenant se mettre sur les suivantes. Alors, je suis inscrit aujourd'hui à l'Ultra Trail des Haut-Guifres. C'est dans les Alpes, près de la station DG. Donc, c'est une course qui fait 128 km avec 9300 de dénivelé. Donc, on va dire, c'est un peu plus court que la dernière, mais il y avait pas mal de dénivelé. Donc, ça me permettait aller d'un bon entraînement pour ma suivante. Et la suivante, qui est le Grand Raid des Pyrénées, le 21 août, alors juste 2 mois après celle-là.
mais qui fait 220 km avec 13 000 dénivelés positifs. Alors là, ça ne te laissera pas beaucoup de temps pour récupérer entre les deux. C'est un enchaînement qui est souhaité pour préparer d'autres choses derrière ou c'est le calendrier qui se positionne comme ça? Ouais, c'est le calendrier qui s'est positionné comme ça. Alors 2 mois, c'est un peu court en récup, mais maintenant, avec mon expérience, je récupère vraiment vite. Donc, à moins vraiment, j'espère qu'il n'y aura pas de blessure, mais par contre, dès que je sors de ma course, je suis plutôt assez rapidement frais pour pouvoir attaquer. Je me suis même calé entre les deux. Le 9 juillet, je me suis calculé, je viens de m'inscrire à un stage pendant 3 jours dans les Alpes, à Chamonix, où on va faire à peu près 80 km. Et l'année dernière, il a fait ça, 80 km avec 7 000 de dénivelé, ou du 9 au 11 juillet. Donc, ça permet d'avoir 3 mois un peu chargés. En poursuivant d'ici là les stages en Auvergne pour toujours gagner du dénivelé et expérimenter les séances de ton coach. Ouais, exactement. Alors, mon coach qui me fait mes entraînements, par rapport à où je suis. Alors, si je suis dans la région centre, il va me faire des séances par rapport à mon dénivelé. Et quand je lui annonce mes week-ends en Auvergne, là, il me met des grosses séances de côte, du fractionné en côte, alors du fractionné positif et du fractionné négatif. Donc là, il cale par rapport quand j'aime à partir là-bas. Alors peut-être que si blessure il y a, comme sur une de tes préparations, tu écouteras peut-être le coach ou tu fonceras quand même malgré tout? Non, non, je pense qu'à un moment, là, sur des courses comme ça, il faut pas. Là, en ce moment, en pleine prépa, je fais attention. Je fais attention à pas me blesser. Je fais attention à bien m'alimenter, à bien me nourrir. Après, je suis suivi par un kiné local qui est un ami, Wilfried, que tu connais, qui me suit. Dès que j'ai un petit souci, je lui fais un petit texto. Il me prend. J'ai la chance qu'il me prend dans la journée ou le lendemain. Il me regarde. Donc, je fais vraiment attention à pas me blesser. Et si on se projette, Thomas, un petit peu plus loin, une saison encore plus loin, là, est-ce qu'il y a encore des défis ou des courses qui te font rêver, des courses où tu dis là, j'aimerais bien découvrir cette région-là, découvrir ce pays-là, peut-être à l'étranger également. Quelles seraient les courses qui t'animeraient pour les années à venir? Alors moi, la course qui m'anime vraiment pour 2022, je te dis, après avoir fait tout ça, j'ai une envie, c'est d'aller faire le Tour des Géants. Je fais 330 km avec 24 000 de dénivelé. Et après, pourquoi pas le Tour des Glaciers plus tard. Mais celle-ci, elle me fait rêver. Je vais m'entraîner tout pour aller. Je vais bien m'entraîner pour pouvoir aller faire des choses comme ça. Donc d'ici là, ton entraîneur t'aura, on va dire, bien préparé pour les prochaines courses et tu seras, on va dire, en mesure d'atteindre cet objectif, même si ça peut faire peur de partir pour 330 km comme ça à pied, avec un sac à dos qui pèse lourd quand même. Combien tu portes quand tu pars sur un trail? Ouais, là, il pèse un peu lourd parce on peut avoir mauvais temps. Donc, je suis entre 5 et 10 kilos. Voilà, selon ce que j'emmène, la veste, si on me suit ou si on me suit pas. Mais je suis en moyenne à 7 kilos, je te dirais, parce que j'emmène pratiquement 4 kilos d'eau déjà à chaque fois. Parce que j'aime pas tomber en panne d'eau. En panne d'eau, j'ai ça. Donc, je pars assez chargé. Après, mon coach, c'est intéressant parce que le Tour des Géants, il l'a fait plein de fois. C'est quelqu'un qui a fait le Mont Blanc 7-8 fois, voilà, qui a fait le Tour 4-5 fois, qui a fait l'UTMB, voilà, qui a fait plein de courses dans le monde et qui a une expérience, une très belle expérience là-dedans. Et l'UTMB, c'est pas quelque chose qui te tenterait? Moins en Alors, tout si, cas. l'UTMB, aujourd'hui un peu moins parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors, le Tour, il y aura du monde, mais l'UTMB, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc, c'est pas tout de suite l'un de mes objectifs, comme la Diagonale des Fous, qui est quelque chose qui me plaît aussi, que j'irai faire. Alors, aujourd'hui, je suis sur des plus longues distances pour aller me mettre, pour, pour aller chercher le Tour, qui me donne vraiment envie. Mais j'irai me batailler sur ces courses-là dans quelques temps. Ouais.
Parce qu'au-delà, ce sera difficile de trouver des courses, on va dire, de plus longue distance, à moins de traverser un continent ou de partir vraiment à l'aventure. Ouais, au-delà, je pense que ça va être un peu compliqué. Ça va être un petit peu compliqué, mais après, il y en aura d'autres. Voilà, il y aura aller se mettre des objectifs sur la diagonale avec essayer d'aller faire un peu de temps, d'aller chercher des places dans des classements. Voilà, il y a sur des ultras qui restent des beaux ultras. Donc, tu n'es pas au bout de tes aventures et de tes nombreuses compétitions à venir. Sur quel réseau, Thomas, on peut te retrouver si les gens veulent entrer en contact avec toi et puis échanger sur ta pratique? Alors moi, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram et sur Strava pour me suivre tous mes entraînements. Ils sont sur Strava, je le laisse ouvert. J'ai aucun problème avec ça. Et avec plaisir pour échanger sur ma passion du trail. Bon, je mettrai tous les liens de l'épisode, tout ce qu'on a pu dire, que ce soit ton entraîneur et les différentes courses pour que les gens se rendent compte de ce que tu as pu vivre en compétition et de ce qui t'attend donc pour les mois à venir, en espérant que tu puisses participer à ces courses et que la préparation ne soit pas faite pour rien, parce que ça, je pense que ça peut donner un petit coup au mental. Enfin, si tu étais là en préparation pour le Vulcain, comment tu l'as vécu? Le fait de dire voilà, elle n'aura pas lieu. Est-ce que tu prends ça comme un travail qui a été fait et qui sera nécessaire quand même pour les futures compétitions? Je suis déçu parce que je suis un compétiteur et que j'avais envie d'aller faire cette course, mais alors je serais beaucoup plus déçu si les deux autres sont annulés. Là, voilà, ça me mettrait un petit peu au moral et après j'irai certainement peut-être les faire en off. J'irai faire des courses comme ça avec des potes et m'amuser sans dossard si malheureusement on peut pas les faire. Mais bon, c'est la vie aujourd'hui. Faut qu'on arrive à passer ce virus et malheureusement, je ferai comme tout le monde. Hein, il y a des choses plus graves et si je peux pas faire ces courses, j'en ferai d'autres plus tard. Voilà. Bon, ce sera la conclusion de cet épisode. Un grand merci Thomas pour cet épisode qui nous aura appris sur ces longues distances et puis sur la capacité d'un chef d'entreprise à gérer finalement un emploi du temps et à intégrer des entraînements et tes motivations à te lancer dans l'ultra. Un grand merci Thomas. Merci Sébastien, merci à toi. Pour les auditeurs, je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.